Dans le mois qui vient de s'écouler, on a beaucoup parlé de mai 68. Cette commémoration d'un événement tout à fait important, sinon dans la réalité de la vie de tous les jours des Français, en tout cas beaucoup marqué l'imaginaire politique de nos voisins du Sud. Cette année-ci, devant mes étudiants, j'ai eu l'occasion de leur présenter des leçons sur mai 68 et dans ce cadre-là, j'ai relu un certain nombre de classiques. Et parmi ces classiques, il y en a un qui reprend des analyses très brillantes d'Edgar Morin, de Claude Lefort et de Cornelius Castoriadis. Je montre ce classique à l'ouvrage, il s'agit de mai 68, La Brèche, suivi de 20 ans après. Aujourd'hui, on devrait dire évidemment 50 ans après. Voilà ce petit livre édité aux éditions Complexes si je ne m'abuse. Dans ce cadre, j'ai eu l'occasion, déjà il y a quelque temps, de demander à un vieil ami, Jean-Paul Nassau, s'il pouvait expliquer à mes auditrices et mes auditeurs sur cette chaîne quelle était au fond la pensée politique de Cornelius Castoriadis. Et il a proposé que soit donné à l'entretien que nous allons avoir maintenant le titre suivant, Cornelius Castoriadis, une pensée adogmatique. Et il va certainement s'expliquer sur le choix de ce titre-là. Jean-Paul Nassau est historien et politologue de formation. Il est actuellement collaborateur scientifique au CRISP, et je vais lui demander tout de suite, pour éviter de faire une petite faute, la signification de cet acronyme, ce que signifie le CRISP. C'est le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Voilà. Et il a pour spécialité, en fait, en tant qu'historien que politologue, l'histoire, mais aussi l'analyse de la politique de la région bruxelloise. Mais c'est donc pas dans ce cadre-là, en tant que spécialiste de cette thématique-là, que je vais l'interroger aujourd'hui. Je l'interroge donc sur un thème de philosophie politique, et ma toute première question, mon cher Jean-Paul, sera la suivante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les grandes lignes, je dirais, de la vie de Cornelius Castoriadis, pour que l'on plante un petit peu le décor pour tout ce qui va suivre? Mais Cornelius Castoriadis est, à mon avis, un des philosophes majeurs du XXe siècle. Donc, il est né en 1922, mort en 1997. Alors, même si des personnalités intellectuelles aussi éminentes que le grand helléniste Pierre Vidal-Naquet, le prix Nobel de littérature et poète Octavio Paz, le grand mathématicien René Thom, médaille Fields de mathématiques, l'historien polonais Adam Michnik, Edgar Morin, sociologue de grande réputation, avec lequel il a écrit La Brèche, oui, tout à fait. Et donc, même si des personnalités de ce calibre-là ont toujours admiré Castoriadis, il est resté relativement méconnu du grand public et négligé par l'université française jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Alors les choses commencent à changer aujourd'hui. On constate 20 ans après sa mort. 20 ans après sa mort, enfin il y a déjà quelques années avant, oui, je dirais, oui. 10-15 ans après sa mort, les choses ont commencé à évoluer, son nom apparaît de plus en plus dans les publications, des ouvrages lui ont été consacrés, un colloque a eu lieu à l'ULB en avril 2014 sur sa pensée, ce colloque a donné lieu d'ailleurs à la publication d'un livre où on reprend les principales interventions qui ont eu lieu.
Et donc, la pensée de Castoriadis commence, la notoriété de Castoriadis commence à publier émerger. aux éditions Le passager clandestin. Voilà, le passager clandestin. Merci. Et donc, la notoriété de Castoriadis commence maintenant à émerger et à sortir des cercles intellectuels où elle était jusque-là confinée. Alors, il y a une remarquable étude qui a été consacrée à Castoriadis par les philosophes Arnaud Thomès et Philippe Commer, publiée au PUF. Et Arnaud Thomès et Philippe Commer écrivent ceci: nous n'hésitons pas à écrire que l'œuvre de Castoriadis est du niveau de celle d'Aristote, de Hegel et de Marx. Donc, excusez du peu. Oui. Voilà, ça c'est un peu la personne. Une remarquable biographie lui a été consacrée aussi. Donc, Arnaud Thomès et Philippe Commer, c'est une analyse de sa philosophie, et je vais d'ailleurs m'inspirer largement de ce livre dans cet exposé. Et puis, il y a aussi une biographie, là où on montre toute son évolution. Et son évolution, je dirais, il y a deux grandes phases dans sa vie. Oui, c'est au fond la question que j'allais te poser oui, ensuite. Oui. Donc, est-ce qu'il y a moyen de périodiser justement l'existence de ce grand penseur, comme tu le dis, car je crois qu'il y a deux phases essentielles dans sa vie. Exactement. Il y a une première phase où très jeune, il s'engage politiquement, et qui va durer jusqu'à environ la fin des années 60, qui est une phase plus de militantisme. C'est ça, où il est vraiment engagé, où il est engagé dans le cadre d'une action politique, d'un mouvement politique qui s'appelle socialisme ou barbarie. C'est ça. Et puis il y aura une deuxième phase, des années 70 jusqu'à sa mort, plus théorique, où là, il va écrire des ouvrages comme L'institution imaginaire de la société, qui est paru en 1978, et puis, ou en 1975, je crois, oui, et puis les fameux Carrefours du labyrinthe, une série d'ouvrages où, alors là, il développe toute sa pensée philosophique. D'accord. Alors peut-être, maintenant, on va peut-être passer de manière plus approfondie à la compréhension, à l'intelligibilité de son œuvre. On va commencer donc tout à fait logiquement par la chronologie, c'est-à-dire il y a une première phase, tu viens d'expliquer, qui est une phase de militantisme politique. Est-ce que tu pourrais un petit peu, là aussi, peut-être affiner encore cette existence dans le temps? Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, Cornelius Castoriadis naît en 1922, très jeune, à 12 ans. En Grèce. En Grèce, oui. En fait, non, il naît à voilà. Constantinople, voilà. à savoir Istanbul. Je le savais, mais je voulais te poser la question, parce que quand on entend Castoriadis, on pense à un grec. Voilà. Bon, lui, c'était encore Constantinople, pour lui. Oui. Mais bon, il est là à Istanbul en 22, mais très vite, sa famille arrive en Grèce. Son père était un vieux voltairien, donc il reçoit une certaine culture. Et dès 12 ans, il découvre la philosophie et le marxisme. Et alors, bon, c'était un peu un Pour des raisons particulières, c'est lié à il a été familial, éduqué par son père dans l'amour des Lumières, etc. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, il va découvrir la philosophie oui. et le marxisme. Et très jeune, il va adhérer, à une époque quand même où il y avait une dictature d'extrême droite en Grèce, la dictature de Métaxas. Il va adhérer à une organisation illégale, à savoir la jeunesse communiste à l'époque. Mais très à quelle orientation? Parce qu'on sait que chez les communistes, mais à l'époque, c'était un communisme très stalinien. Stalinien, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, tout de suite, très vite, il va considérer que le Parti communiste n'est pas une vraie organisation révolutionnaire. C'est un parti bureaucratique, chauvin même, bon. Et il va quitter le Parti communiste pour adhérer aux trotskistes. Il va aller dans l'aile la plus à gauche des trotskistes en Grèce, où il va rejoindre un leader révolutionnaire qui s'appelait Spirostinas, et donc il gardera toujours le souvenir comme une figure révolutionnaire. Et donc il va adhérer au trotskisme.
Mais là aussi, à un moment donné, il va se dire que l'analyse trotskiste n'est pas à même de décrypter suffisamment l'esprit du régime de l'URSS et des partis communistes. Et ça situe encore juste avant la guerre ou ça se situe quand ça se situe pendant la guerre. Pendant la guerre. Et il est où à ce moment-là? En Grèce. En Grèce. Il est en Grèce. Oui. Et d'ailleurs, il faut savoir que après la dictature de Métaxas, il y a eu l'occupation allemande avec les nazis, puis au lendemain de la libération en Grèce... Et il a fait partie de la résistance? Oui, il était dans la résistance. Oui. Et au lendemain de la libération, il y a une guerre civile en Grèce entre les communistes et les forces proches des gouvernements occidentaux. Et donc la situation du petit groupe trotskiste, là, va devenir intenable, parce qu'ils sont pourchassés à la fois par les staliniens, et quand les staliniens attrapaient des trotskistes, ils leur faisaient passer un traitement digne de celui que Daesh fait passer aujourd'hui aux gens qu'ils attrapent. Et d'autre part, il est poursuivi par les forces de droite aussi. Donc il va, en 1945, il va quitter la Grèce et il va rejoindre la France, où il va rejoindre un petit parti trotskiste, le Parti communiste internationaliste, et là il va rencontrer un des autres co-auteurs du livre que tu as montré tout à l'heure, Claude Lefort. Et je crois d'ailleurs que sur le bateau sur lequel il se trouvait, il y avait d'une part Axelos, oui, et alors il y avait aussi, mais puisque je l'ai derrière moi, il y avait aussi donc Kostas Papaioannou. Voilà, j'ai lu ça récemment dans sa biographie. C'était une série de jeunes intellectuels grecs et qui après ont été brillants tout à fait. En France. Et donc il rejoint Claude, enfin il rencontre Claude Lefort, dans ce petit parti communiste internationaliste, et ils vont créer une tendance dans ce parti, qui s'appellera la tendance Chaulieu-Montal. Chaulieu, c'est un pseudonyme de Castoriadis, et Montal de Lefort. Les révolutionnaires à l'époque n'aimaient pas dévoiler leur nom par prudence, d'autant plus que Castoriadis était étranger et il craignait d'être expulsé s'il avait un engagement politique quand même. Je te dirais que c'est toujours le cas, parce que j'ai quelques amis révolutionnaires qui ont des pseudonymes. Voilà. Et donc ils vont fonder cette tendance au sein du Parti communiste internationaliste, et à un moment donné d'ailleurs ils vont faire une scission, ils vont quitter ce Parti communiste internationaliste, considérant que l'action politique de ce parti l'empêchait de rompre organiquement et radicalement avec le stalinisme. Et ils vont alors fonder un mouvement, c'est le fameux mouvement Socialisme ou Barbarie, qui va publier une revue du même nom. Ah ben je vais montrer. Il se fait que c'était juste derrière moi et que je les ai pris juste avant notre entretien. Voilà, c'est l'espace où se trouve tout ce genre de littérature. Alors en fait ici ce sont donc des articles qui ont été réunis de Socialisme et Barbarie, ou Barbarie plutôt, qui ont été rassemblés en fonction de la thématique qu'ils évoquaient. Donc je les montre. Ici c'est l'expérience des mouvements ouvriers des deux côtés. Tome 1, comment lutter. Tome 2, prolétariat et organisation. Donc ça a été publié en 10-18. Hélas épuisé aujourd'hui. Mais ils ont été réédités chez un autre éditeur, mais j'ai oublié le nom de l'éditeur. Voilà. Je t'en prie. Alors, donc, Socialisme ou Barbarie est un mouvement qui va publier cette revue dans laquelle on va trouver des analyses lumineuses sur la nature de la bureaucratie. En fait, Castoriadis, dans cette revue, on va dénoncer la nature bureaucratique de l'URSS. Il faut savoir que ça a été courageux à l'époque parce que le débat politique à l'époque portait sur la pertinence du projet politique porté par l'URSS et défendu par le Parti communiste. Et l'URSS avait un certain crédit à l'époque, hein, on était un peu après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS c'était quand même les vainqueurs de Stalingrad qui avaient permis la défaite. Donc c'est avant la déstalinisation de 1953. Oui, tout à fait. Oui. Et oui, le premier numéro de Socialisme ou Barbarie date de 1949. Ça continuera après la déstalinisation aussi, hein, mais bon. Et donc,
le Parti communiste, lui, avait un prestige énorme, c'était le parti des fusillés, hein, la résistance, etc. Donc c'était courageux de défendre une ligne où on remettait en cause la nature bureaucratique du communisme. Et ils vont faire un effort intellectuel remarquable pour vraiment décrypter le stalinisme. En poussant plus loin que l'analyse trotskiste, parce que pour Trotsky, il y avait encore Trotsky attachait encore une certaine valeur au régime soviétique. Il considérait que la bureaucratie soviétique était une couche exploiteuse, mais qui allait disparaître. Et Castoriadis disait non, c'est un système vraiment, c'est une nouvelle oligarchie. Donc ils vont produire des analyses remarquables dans cette revue Socialisme à Paris. Et puis en 1958, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture entre Castoriadis, le clan Castoriadis et le clan Lefort. Parce que Lefort considère à ce moment-là que tout groupe qui prétend organiser ou diriger le prolétariat va verser immanquablement dans un fonctionnement bureaucratique. Et donc, il ne s'agit plus de prévoir l'avenir et d'être révolutionnaire. Lefort renonce à la révolution, ce que refuse Castoriadis. Donc Castoriadis maintient son côté révolutionnaire. Et puis, il y aura une deuxième rupture. Castoriadis, au début des années 60, va pondre 3 articles dans Socialisme ou Barbarie, où il prend ses distances, cette fois-ci, avec la pensée marxiste. Ah voilà, c'est la deuxième phase, alors si je peux dire, à l'intérieur de cette phase militante. De cette phase militante, c'est bien ce que je voulais dire, oui. Et là, il va prendre ses distances avec Marx, et donc un certain nombre, comme par exemple Jean-François Lyotard, qui était là, Socialisme ou Barbarie, ne vont pas accepter cette critique du marxisme. Alors, que reproche Castoriadis à Marx? En fait, d'abord, il estime aussi qu'il y a 2 tendances dans la pensée marxiste. Dans un premier temps, dit-il, Marx met en avant l'action des hommes, ce qu'on appelle la praxis. Et il entend dépasser l'opposition entre théorie et pratique. C'est une époque où Marx refuse de voir l'histoire comme une totalité entièrement saisissable par la pensée. Il considère que l'histoire est le produit de l'action des hommes qui ne répondent pas à une logique qui les surdéterminerait. Pour Castoriadis, ça c'est l'apport le plus intéressant de Marx. Mais par ailleurs, dans un second stade, pour Castoriadis, Marx va tomber dans les impasses qu'il a lui-même dénoncées, parce que pour lui, la pratique révolutionnaire, dit Castoriadis, doit être à ce moment-là l'application pure et simple d'un savoir économique et d'histoire dont le Parti communiste serait le détenteur légitime. Et ça, Castoriadis ne peut pas l'accepter. Pour Castoriadis, la théorie est importante, le fait d'avoir une organisation structurée aussi, tout ça est important pour orienter l'action politique, mais cette théorie doit sans cesse se ressourcer en fonction de ce que révèle l'action. Et donc, à ce moment-là, il prend ses distances avec Marx. C'est ça. Et au fond, c'est une petite anecdote qui peut d'ailleurs prêter à sourire vu le sérieux de tout ce que tu es en train de nous expliquer, le sérieux de la pensée de Castoriadis. Mais au fond, moi je me souviens, au milieu des années 70 à l'université, quand j'entamais mes études d'histoire, il y a eu un personnage, parce que je ne vois pas comment l'appeler autrement, qui est venu faire une conférence à l'université de Bruxelles, et le grand auditoire Janson était plein, archi plein. Tu peux imaginer de qui il s'agit. Il s'agissait de Bernard-Henri Lévy. Alors, est-ce que, sous une forme vulgarisée, BHL, dans son livre La barbarie à visage humain, je crois bien que c'est le titre d'ouvrage à l'époque, n'a pas été au fond un peu un imposteur, dans la mesure où il récupérait, en prétendant offrir un produit neuf, comme d'autres nouveaux philosophes, quelque chose qui avait été déjà mûri, mais de manière beaucoup plus approfondie, déjà, on peut dire, plus de 20 ans plus tôt. Exactement, c'est un des grands reproches qui a été fait à Bernard-Henri Lévy et ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux philosophes. Luxman et d'autres. Luxman et d'autres, c'est que des études approfondies sur la nature du totalitarisme, etc., de l'URSS, avaient déjà été faites par ce groupe Socialisme Barbarie, et Cornelius Castoriadis
de même que par exemple Pierre Vidal-Naquet, ont écrit des textes très sévères à l'égard de Bernard-Henri Lévy. Oui, je m'en souviens. Je me souviens d'un article, ça n'a rien à voir avec votre exposé, mais je me souviens qu'il y avait eu un compte-rendu, il me semble, c'était dans le Nouvel Observateur, à l'époque, de Pierre Vidal-Naquet. Alors là, c'était pas contre, excusez-moi, c'était pas contre la barbarie à visage humain, mais c'était contre un autre ouvrage postérieur de Bernard-Henri Lévy, qui était Le Testament de Dieu, et il dénonçait, en fait, la pseudo-érudition de Bernard-Henri Lévy qui, dans son index, je m'en souviens, tu vois, ça remonte à combien d'années maintenant, hein, plus de 35 ans, qui dans son index avait mis Denis d'Halicarnasse, donc l'auteur antique, l'avait mis à la lettre D, comme si d'Halicarnasse était son nom de famille. Mais ça me revient à l'esprit, mais c'est une anecdote, bien entendu, pour montrer l'ignorance de Bernard-Henri Lévy. Mais enfin, je ne suis pas une méchante langue, et je te laisse poursuivre avec ce que tu étais en train de nous expliquer. Hein, donc, je te laisse poursuivre. Oui, on en était là... Ah oui, voilà, je venais de parler de sa prise de distance avec le marxisme. C'est ça. Et alors, on va entrer dans une seconde période de ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, bon, il y a eu, je l'ai dit, un certain nombre de militants de socialisme ou barbarie qui n'ont pas accepté cette prise de distance avec Marx et qui ont quitté. Et donc le mouvement est devenu squelettique à ce moment-là et s'est autodissous en 66-67. Donc avant justement les fameux événements de 68, je veux oui, dire. Oui, non, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Je veux dire d'un point de vue théorique. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va entrer là dans la deuxième phase de l'activité de Castoriadis, voilà, c'est ça. Une phase plus théorique, mais il faut savoir qu'il y a eu, néanmoins, en 68, là, il a encore eu un engagement politique dans le cadre de 68. Et de quel type? Ah, il était proche Est-ce qu'il y avait un côté libertaire? Parce qu'au fond, c'est un peu un anarchiste à penser, quelque part. Peut-être pas, il n'est peut-être pas libertaire au sens où on l'entend traditionnellement, mais c'est quelque part un peu un anarchiste. Oui, c'est d'une certaine manière. Hein, je dis, c'est pas un anarchiste, oui. Entendons-nous bien. Non. Mais par rapport à des dogmes établis, la meilleure preuve, c'est que tu as proposé d'intituler cette rencontre Cornelius Castoriadis une pensée adogmatique. Oui. Donc, mai 68 a dû lui plaire de ce point de vue-là. Tout à fait. Il considérait que c'était un événement vraiment, pour lui, c'était un événement majeur, mai 68. Moi, je le situerais un peu ce qu'on appelle les conseillistes. Ah oui, de Pankouk ou d'autres. Voilà, et de Rosa Luxembourg, donc en 1919, le groupe spartakiste. Voilà, oui. Entre le léninisme auquel il reproche la bureaucratie, et l'anarchisme parce qu'il n'accepte pas le spontanéisme anarchiste. C'est ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, sa pensée, je l'ai dit au début de cet entretien, est occupée à se répandre dans différents courants de pensée, dont certains milieux anarchistes, parce que Castoriadis, c'est par exemple pour la démocratie directe, on y reviendra tout à l'heure. Ah oui, j'espère bien. Oui, j'espère qu'on ne va pas oublier. Non. Tu veux que je le note quelque part? Tu t'en souviens, je m'en souviens. Oui. Et donc à ce moment-là, il va entrer dans la deuxième phase. Ah oui, parce qu'au fond, dans les années 60, puisque nous avons quand même réfléchi un petit peu à ce qu'on allait dire avant cet entretien, dès les années 60, il va rencontrer, peut-être déjà avant d'ailleurs, mais la pensée de Jacques Lacan, qui est le grand psychanalyste français, et lui-même va épouser une psychanalyste qui va se séparer du groupe de Lacan. C'est Pierre Aulagnier qui va former le quatrième groupe qui se sépare de Lacan. Alors, c'est peut-être la deuxième phase dont tu allais parler maintenant. On est dans la deuxième phase. Alors, je te laisse poursuivre. Alors, pour Lacan, là, il faut dire qu'il a effectivement, à un moment donné, suivi les séminaires de Lacan, mais il a encore une fois pris ses distances avec Lacan. C'est ça, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il considérait que Lacan devenait une espèce de gourou, une icône, et il n'acceptait pas certaines pratiques de Lacan, par exemple, quand Lacan, autoritaire, quand Lacan faisait des séances de psychanalyse qui duraient 2 minutes et puis renvoyait son patient, ou toute une séance où il ne disait rien, il ne pouvait pas admettre ça. Lacan décidait de donner par exemple un titre de psychanalyste à des gens qui n'avaient pas été jusqu'au bout d'une psychanalyse, et donc il a fort critiqué ça avec le quatrième groupe, et donc il a pris vraiment ses distances par rapport à Lacan, parce que pour Castoriadis, la psychanalyse, c'est une activité qui met en présence 2 acteurs, l'analyste et l'analysant. Mais il y a un retour, aussi bien
aussi pour l'analyste, pour celui qui prétend diriger la Cube. Encore une fois, c'est comme il refusait chez Marx qu'il y ait une théorie, des théoriciens tout-puissants et les autres dans l'action qui doivent appliquer. Dans la psychanalyse, c'est un peu la même chose. L'analyste doit lui aussi se remettre en question par rapport à ce qu'il entend de la part de l'analysé. Ça, c'est très castoriadiste, c'est le refus de tout dogmatisme, comme je l'ai dit au début. Et d'ailleurs, il va se... Donc c'était vraiment un libre penseur dans le sens noble du tout terme. à fait. Et d'ailleurs, il va s'orienter vers Freud, hein, donc à cette période-là, qui va beaucoup l'inspirer dans son œuvre. Mais s'il reconnaît le caractère instituant et novateur de l'œuvre de Freud, ça ne va pas l'empêcher d'avoir une posture critique par rapport à Freud, comme il l'avait eu par rapport à Marx, parce qu'il va à un moment donné contester une progressive dérive de la pratique freudienne vers une prétention à fournir la théorie exhaustive du psychisme. Donc, encore une fois, il refuse de se situer dans une position de disciple, d'accepter un dogmatisme. Encore une fois, il refuse qu'une pensée le surplombe. Et il fait la même chose pour le structuralisme aussi. Et la même chose pour le structuralisme. Qui devient à un moment donné presque une religion au sein du microcosme des intellectuels parisiens dans les années 60 et début des années 70. Tout à fait, il n'admet pas, il dit le structuralisme, c'est considéré que toutes les sociétés humaines sont des combinaisons diverses d'un petit nombre d'éléments invariables, et ça, il n'accepte pas. Dont on essaie d'identifier la grammaire, au fond. Hein. Oui, voilà. oui. Alors, il va donc développer sa théorie sur une œuvre majeure, l'institution imaginaire de la société, et puis il reprendra tout ça dans les carrefours du labyrinthe. Et donc, il va récuser l'analyse marxiste, qu'il appelle l'analyse économique fonctionnelle. Oui. Parce que pour les marxistes, les institutions sont autant de moyens qu'adopte la société pour répondre aux besoins de l'infrastructure socio-économique. C'est ça. Alors, Cassiodre dit, oui, il y a un certain nombre de fonctions qui doivent être réalisées, sinon la société n'est pas viable. Hein. Par exemple, il faut produire, il y a l'enfantement, il y a le règlement des litiges, tout ça doit être fait, mais il y a d'autres besoins. Et puis, dit-il, l'analyse économique fonctionnelle méconnaît l'importance du symbolique dans la vie sociale. Et là, encore une fois, il n'adhère pas au structuralisme selon lequel il y a un ordre symbolique qui impose une logique implacable à tous les aspects de la vie sociale. Donc pour lui, le symbolique renvoie à quelque chose de plus profond qui est l'imaginaire. Et ça, c'est un élément essentiel de la pensée. L'imaginaire, et il estime que chaque société crée ses significations imaginaires sociales. Donc c'est l'imaginaire social qui l'intéresse, l'imaginaire individuel aussi. Les deux. En fait, voilà. J'avais expliqué ça. Parce que Castoriadis considère qu'il va mettre en évidence deux caractéristiques essentielles de l'être humain. D'une part, l'imagination. L'être humain est doté d'imagination, ce qui n'est pas le cas, pensons à ce stade, des animaux. Et d'autre part, l'être humain est obligé de vivre en société pour survivre. On n'a pas de trace d'être humain qui ne vivait pas en société. L'être humain doit vivre en société. Et c'est à ces deux niveaux, ce qu'il appelle la psyché, et celui de la société, que va s'opérer la création de signification imaginaire sociale. Et il dit, bon, il y a un imaginaire radical de la psyché, à savoir une production permanente de représentations, d'affects, de désirs, etc. Mais tout ça va être très vite formaté par la société, par l'institution, pour permettre la vie en société. Donc, est-ce que chez lui, au fond, on retrouve, parce que c'est peut-être un héritage de Lacan, je n'en sais rien, ou il n'avait peut-être pas besoin parce qu'il a une pensée assez forte et une suffisante autonomie, on parlera d'autonomie dans un autre cadre d'ailleurs, qui a fait que l'imaginaire a pris tant de place, parce que chez Lacan, il y a les trois registres, hein, il y a donc le réel, le symbolique et l'imaginaire.
est-ce que c'est en fréquentant Lacan ou sa propre épouse, hein, Pierre Aulagny, qui était psychanalyste, puisque Castoriadis devient lui-même psychanalyste, lui-même psychanalyste, que tout ça se met en place, parce qu'au fond, il a au fond une phase marxiste, puis il a une phase freudienne, il s'écarte à la fois de Marx et à la fois de Freud, dans la mesure où l'un et l'autre élaborent des pensées qui, à un moment donné, en étant originales et puissantes et fortes, vont être figées dans un certain dogmatisme. Est-ce que parce qu'il y a eu au fond beaucoup de gens qui, dans les années 60, ont tenté de marier le marxisme et le freudisme, comme on disait à l'époque, la psychanalyse. Est-ce que lui-même, au fond, c'est un homme de son temps, même s'il est original, même s'il a un petit aspect électron libre, il est quand même l'homme de son temps, qu'on le veuille ou non, hein, il n'est pas hors période. Il n'est pas hors période. Cette notion d'imaginaire, ça vient d'où chez lui? À la suite de ses recherches personnelles, parce que tu parles d'imaginaire individuel et d'imaginaire social. Ça vient d'où et quelle articulation fait-il entre ces deux formes d'imaginaire, s'il s'agit de deux formes? C'est à toi de me le dire. En fait, c'est clair qu'il a trouvé une inspiration dans la psychanalyse. C'est ça. Sans doute Lacan, il a suivi des séminaires, mais pas seulement. Freud l'a beaucoup influencé. Donc oui, il doit beaucoup à la psychanalyse oui. dans sa conception de cet imaginaire. Et pour lui, l'imaginaire social et l'imaginaire individuel sont deux choses étroitement liées. Hein. Donc l'imaginaire, pour lui, se développe aux deux niveaux. Au niveau de l'individu et au niveau du collectif. Et il y a un rapport entre les deux, parce qu'effectivement, la société est faite d'un individu et l'individu n'existe pas sans la société. Voilà, l'individu n'existe pas dans la société, donc quelque part il est formaté par les significations de la société. Par exemple, il reçoit le langage, très, très jeune, il reçoit le langage, et avec le langage, toutes les significations imaginaires sociales de la société à laquelle il appartient. Mais ces significations imaginaires sociales sont chaque fois singulières. Par exemple, les Chinois, les Hébreux, les Grecs antiques et tout, et d'autres civilisations ont des significations différentes. Hein. Oui. Mais il y a toujours donc dans l'institution d'une société, il y a toujours position de déterminisme oui. et de loi différentes selon les sociétés. Quand je parle de loi, ce ne sont pas nécessairement des lois juridiques, mais des manières obligatoires de concevoir et de percevoir le monde social et le monde physique. Donc, en fait... Donc, au fond, c'est quelqu'un qui est rationnel sans être rationaliste, si je comprends bien. Ah oui, ça, je vais y venir. Tu vas y venir. Oui, Bon, oui, voilà, oui. il est rationnel sans être rationaliste. Et, enfin, je te laisse poursuivre, hein, parce que j'avais des tas d'idées, mais... Vas-y. Oui, mais je vais peut-être faire là une petite incise sur sa conception du chaos et du cosmos. En fait, oui. la dualité chaos-cosmos est importante dans sa pensée. Oui, parce que en fait, si tu veux, ça a déclenché chez moi une réflexion à propos de... Tu parles du déterminisme et en même temps, lui-même s'éloigne quand même du déterminisme. Hein, voilà. Il est contre toutes les pensées déterministes. Par exemple, il est contre une pensée de type hegelien, oui. Qui voit... avec sa hiérarchie des sociétés qui progresse en réalisant toujours plus la raison pour aboutir finalement à une société où la raison accomplirait son règne. Oui. Ça, il conteste tout ce qui est réel et rationnel, tout ce qui est rationnel et réel. Oui, voilà. pour lui, l'homme est capable de discontinuité dans l'histoire. En fait, Arnaud Thomès et Philippe Commer disent que sa pensée d'histoire est une rupture par rapport aux pensées d'histoire qui existaient avant lui. Oui. Parce que dans les pensées d'histoire qui existaient avant lui, on a une vision de la succession historique en termes de causalité, de finalité, de conséquences logiques. Alors que, une société a telle chose et puis entraîne d'autres choses, et comme Hegel, quoi. Hein. Oui. Alors que pour Castoriadis, l'homme crée des discontinuités dans l'histoire. Les moments historiques sont d'authentiques créations. Et ce n'est pas
la répétition des mêmes éléments combinés de manière différente, dit-il. Au fond, chez Castoriadis, l'être ne s'oppose pas au chaos parce qu'il y a du chaos dans l'être, si je comprends bien. Parce que dans ce qu'on apprend dans les cours d'histoire de la philosophie, au départ, il y a l'être et le non-être, l'être et le néant, mais le chaos est constitutif de l'essence même de l'être. Tout à fait. En fait, ce qu'il dit lui, donc, il n'y a pas de pur cosmos ou de pur chaos. C'est ça. Par exemple, il dit, si l'on avait un monde totalement ordonné, comme les stoïciens, par exemple. Oui, oui. Mais si on avait un monde totalement ordonné, il n'y aurait pas de philosophie possible. Il y aurait un système de savoir définitif et unique. Parce que pour lui, la philosophie, c'est remettre explicitement en cause et en question ce qui a été institué et reçu par la société et ouvrir à une interrogation interminable. Et donc, s'il y avait un univers totalement ordonné, il n'y aurait plus de questionnement, il y aurait un système de savoir unique définitif. Par contre, s'il y avait un pur chaos, on ne pourrait pas penser. Et donc, le chaos, pour lui, il est sous-jacent au monde organisé. Par exemple, une éruption d'un volcan, on croit que toute la société est bien organisée, ou on peut avoir une vague de terrorisme à laquelle on ne s'attendait pas. Oui. Donc le chaos peut toujours surgir dans la société, et le chaos peut toujours surgir en nous aussi. On a notre chaos, on a notre inconscient, nos désirs obscurs, on a tout ce qui... Quelle est la part de liberté, au fond, chez l'individu, à partir de ce que tu viens de dire, ou plutôt de ce que Castoriadis pense? Quelle est la part de la liberté? Parce qu'il y a des théories psychologiques maintenant qui expliquent que finalement notre part de liberté est inexistante, si on peut le prouver avec des nanosecondes, comme quoi, quand on croit poser un acte libre, on voit, enfin on observe grâce à des instruments extrêmement précis, qu'il y a eu un phénomène physiologique, enfin phénomène je dirais, dans notre cerveau, qui est antérieur d'une nanoseconde à l'acte qui est posé. Oui, mais là je crois qu'il faut revenir évidemment pour comprendre sa pensée, il faut revenir à son concept d'autonomie. Voilà, oui. Alors, encore une fois, l'autonomie, elle est sociale et individuelle. Oui. Donc, au niveau de la société, on peut considérer qu'une société, pour Castoriadis, ici, qu'une société est autonome si elle sait qu'elle crée ses institutions, ses significations, ses lois, et qu'elle est capable de les remettre en question. Donc, il y a une conscience de la société de se dire, c'est nous qui avons créé nos lois, et on peut les remettre en question. Et ce sont les Grecs qui ont fait ça les premiers. Oui, parce qu'au fond, c'est vraiment un concept, je dirais, qu'on trouve dans la philosophie politique, déjà au 5e et 4e siècle, avant notre ère, cette idée d'autonomie, autonomia, comme on le dit en grec contemporain, à ne pas confondre avec liberté, justement. Hein. Il y a une grande différence entre l'autonomie qui concerne l'organisation de la vie interne de la cité, tandis que la liberté est une position politique qui est celle d'un État vis-à-vis des autres États. Et, je veux dire, il y a les deux notions. Hein, oui, parce que l'autonomia, et puis alors la liberté, c'est eleftheria en grec. On a donc euletheria, pour le prononçant. Voilà, mais donc, il a vraiment un héritage, il a quand même un bagage sur le plan de la connaissance des classiques, Aristote, Platon, c'est le fond de sa pensée, au-delà de Marx, de Freud, etc. C'est un grec, quoi. C'est un grec sur le plan culturel. Et il connaît évidemment, il y a une différence entre le grec moderne et le grec ancien, mais le fait qu'il ait été éduqué dans le grec, il comprend toutes les subtilités. Oui, bien entendu. Et il faut savoir aussi, que pendant des années, il a donné des séminaires approfondis sur la Grèce antique à l'école des hautes études en sciences sociales. Tout à fait, Et que ces travaux étaient
salué et reconnu par Pierre Vidal-Naquet, qui n'est pas le premier venu, qui était pas le premier venu en matière de connaissances. Mais donc je revenais à l'autonomie, il y a l'autonomie au niveau de la société, et donc il dit, et l'autonomie au niveau de l'individu. Et je te parlais de la liberté, pour l'autonomie de l'individu, c'est d'arriver à instaurer un autre rapport entre, pour l'individu, son inconscient, son passé, les conditions dans lesquelles il vit, et lui-même en tant qu'instance réfléchissante et délibérante. Donc, oui. On réfléchit, oui, oui. Et pour lui, c'est ça le chemin vers l'émancipation, justement. C'est le chemin. Alors il dit, par exemple, au niveau social, il n'y a pas de société autonome au sens plein du terme. Il y a un projet d'autonomie sociale individuelle qui a eu en Grèce, qui a démarré après en Occident avec la lutte des communes, des Lumières, enfin la Renaissance, la Réforme, les Lumières, oui, oui. mouvement ouvrier, mouvement des femmes. Tout ça, c'est un projet. Alors que, quand même, la plupart des sociétés sont ce qu'il appelle hétéronomes. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ne se sont pas instituées dans l'interrogation, mais dans la clôture du sens. Ce qui est vrai, ce qui est valide, ce qui est légitime, c'est ce dont on a, ce qui est institué et ce qui est reçu, hérité. Or, on ne met pas ça en question. Et donc, ces sociétés hétéronomes ont créé elles-mêmes leurs institutions, mais elles occultent cette autocréation en l'attribuant à des sources extérieures, les ancêtres, les héros, les dieux, Dieu tout seul, les lois de l'histoire, les lois du marché. Tout ça, pour lui, c'est de l'hétéronomie. Et les Grecs ont rompu cette clôture en créant la politique. La politique, pour Castoriadis, ce n'est pas les luttes de pouvoir. La politique, c'est la remise en question de l'ordre, de l'institution établie. Et les Grecs sont les premiers qui sont mis à discuter de leurs lois et à changer leurs lois. Donc c'est là qu'est-il le rôle fondateur et pourquoi les Grecs, c'est là qu'on trouve nos origines, nous, dans notre société, dans les valeurs de notre société. C'est ça. Donc, Castoriadis considère que l'autonomie, c'est un chemin. C'est un chemin. Alors, ce projet d'autonomie sociale et individuelle, effectivement... Maintenant, tu vas parler du vote, là. Non, tout à l'heure, tu as... Ah, mais oui, mais je vais parler de la démocratie directe. La démocratie bien, oui, je vais l'aborder. Voilà, je vais l'aborder, parce qu'en fait, il montre qu'il y a différentes... il y a des mouvements successifs. Il y a d'abord eu la Grèce antique, et puis il y a eu la longue interruption du Moyen-Âge. Certains reprochent à Castoriadis de ne pas prendre suffisamment en compte dans notre culture l'aspect judéo-chrétien. Et puis il ne faut pas oublier, tu vas parler, donc si j'ai bien compris, de la démocratie directe, mais il ne faut pas oublier quand même, et ça c'est quelque chose que l'on met en parenthèse, c'est que il faut distinguer l'idée de démocratie qui trouve effectivement son origine dans notre histoire, dans l'histoire de notre pensée en Grèce ancienne, incontestablement, mais il y a eu aussi cette période qui a été complètement mise sous une chape de plomb, qui est celle dans l'histoire de la démocratie dont nous sommes les héritiers immédiats. Il y a les communes, bien entendu, réservé évidemment à quelques notables, c'est pas une démocratie directe, mais il y a eu quand même, parce que nous sommes quand même les héritiers il y a d'une part la culture, notre héritage intellectuel, mais il y a eu des pratiques quand même qui remontent au Moyen-Âge. C'est la démocratie quand même dans les abbayes, quand on dit encore aujourd'hui avoir voix au chapitre. Ce sont donc ces chanoines qui s'exprimaient lors d'assemblées canoniales, et on dit toujours avoir voix au chapitre. Le chapitre, c'est bien une assemblée de chanoines. Et donc, on oublie ça, parce que moi, je suis didacticien en histoire, et quand je vois mes étudiants qui ont une manière, ça veut dire que je suis passé par ce stade-là aussi, d'idéaliser comme ça l'ecclésia athénienne et tout, alors que je leur dis, vous savez, la corruption, la démagogie, etc. Et qu'on oublie quand même cette phase dans le processus
comment dirais-je, démocratique dont nous sommes issus, même si c'est une démocratie aristocratique et tout, entendons-nous bien, mais quand même, les abbayes, les chapitres de chanoines ont joué un rôle. Et voilà, parce que tu viens dire très justement qu'on lui a reproché, je ne sais pas si c'est ça qu'on lui a reproché, mais cette mise entre parenthèses de la pensée médiévale. Judéo-chrétienne. Mais Judéo-chrétienne, voilà. Je suis sûr que... Oui, d'abord, pour revenir à ce que tu disais à propos de l'Ecclésiade, etc., Castoriadis dit bien, attention, la démocratie athénienne, en Grèce, n'est pas un modèle, c'est un germe. Voilà, c'est ça, c'est un germe. C'est une société esclavagiste. Oui. Les femmes n'avaient pas le droit, etc. Mais donc c'est un germe, et tout ça est progressif. Alors je suppose qu'à propos des abbayes, je ne sais pas, il n'en parle pas dans son œuvre, je n'ai pas trouvé trace de ça dans son œuvre. Je suppose que ce qu'il aurait répondu, c'est que il faut voir les choses au niveau de la collectivité politique, et pas d'une petite structure qui se situe dans la société, mais qui est fermée. Tout à fait. Mais qui est en soi aussi une petite collectivité politique, parce qu'il y a du pouvoir, on décide des choses en commun, on doit gérer une micro-société, mais qui est une société quand même, mais qui n'est pas la société, si tu veux dire, au sens où nous l'entendons. Pour lui, il faut l'unité de la cité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lutte sociale dans la cité, et qu'il y a des minorités qui se battent pour leur connaissance, mais la cité, pour lui, relève d'un pour-soi, c'est-à-dire que c'est une entité qui a conscience d'elle-même et qui vise à se préserver. Donc, pour lui, ça, c'est la communauté politique. Et je suppose qu'il devait considérer que des abbayes, c'était des espèces d'îlots là-dedans qui ne participaient pas à la vie de la cité. Enfin, j'interprète, moi ici. Oui, non, je peux. Et quand on te dit pour soi, c'est un concept qu'il utilise, parce que Sartre utilise la notion d'être en soi, pour soi et pour autrui. Donc voilà, dans le sens sartrien, dans sa vie, dans sa... Oui, dans le sens que c'est une entité qui existe pour elle-même, qui a conscience qu'elle existe et qui veut tout à fait donc, se préserver. Mais je revenais... Ah oui, au projet d'autonomie sociale et individuelle. Et donc, en Grèce, et puis, lui, il voit la Renaissance dans le mouvement des communes, parce que ça, c'est les cités. Et encore, à l'époque, évidemment, ce n'était pas démocratique, mais tout ça est un chemin. On dit, il n'y a pas de société pleinement autonome, il y a une tendance vers l'autonomie. Est-ce que c'est une sorte de maturation des sociétés vers une émancipation qui aurait presque une origine, je dirais, où on passerait au fond d'un magma inconscient qui progressivement devient conscient et permet à l'individu, aux sociétés, d'être enfin autonome, c'est-à-dire émancipé de toute une série de contraintes dont on n'a pas conscience, et puis à un moment donné, c'est un héritier des Lumières, il y a effectivement la prise de conscience qu'on peut se prendre en charge de soi-même. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que formule, parce que toi tu connais très bien l'œuvre de Castoriadis. C'est-à-dire que Castoriadis, comme je le dis tout à l'heure, il estime que les éducations sociales, imaginaires sociales, sont différentes d'une société à l'autre. Et pour lui, ces sociétés produisent ça, on ne sait pas pourquoi. Il dit pourquoi les Égyptiens ont produit les pyramides et tout ça. Pourquoi d'autres ne l'ont pas fait? On dirait que les Mayas l'ont fait, mais pourquoi il y a toute cette culture égyptienne qui a surgi avec ces pyramides. Pour lui, il n'est pas justement dans une vision de causalité de société. Oui, hegelienne que tu disais tout à l'heure. Et donc pour lui, il y a des choses qui surgissent. Et a surgi en Grèce, et puis a ressurgi dans l'Occident fin sans qu'il y ait une logique. Donc mais à partir du moment où ça a surgi, il y a un chemin qui se fait évidemment. Puisqu'il dit, il y a eu les luttes communales, puis ça a été suivi, il y a eu la Renaissance. Et puis, donc c'est quand même pour lui des étapes. Il y a quand même un processus historique. Il y a un processus historique. Après la signification. Donc il n'a pas la même position par exemple que Michel Foucault, qui au fond, qui est un spécialiste de l'histoire des systèmes de pensée, qui considère que, par exemple dans Les mots et les choses, qui date de 1966, qu'il y a des systèmes qui se mettent en place à un moment donné, mais Foucault dit on ne sait pas pourquoi ils se mettent en place
à ce moment-là. On peut les comprendre de l'intérieur, et puis ces systèmes disparaissent, et on ne sait pas pourquoi, et il y a un autre système qui se met en place. Ça, c'est la position de Foucault dans les mauvaises choses. Voilà. Castoriadis. Non, lui, il y a ce... En fait, ça fait partie de tout un projet qui a rené, si je puis dire. Mais le projet, parce que c'est le projet qui pose problème. Projet, ça veut dire qu'il y a... c'est-à-dire... Quel est le moteur du projet? Est-ce que c'est notre inconscient? Est-ce que c'est qu'il y a quelque chose, une sorte allez, je dirais, de programme presque génétique qui fait que l'on tend vers un but? Parce que tu dis qu'il n'est pas du tout hegelien. Non. Hegel, lui, ben voilà, on va dans une direction comme Marx, tandis qu'ici, tu dis, il n'est pas du tout dans cette trajectoire-là. Mais s'il y a un projet, ça veut dire qu'il y a quand même... C'est-à-dire qu'un programme, je dis un programme génétique parce que c'est une métaphore, évidemment, une analogie. Il faut voir ça comme... il y a des significations de manière sociale qui sont celles d'autonomie. Oui. Et donc, à partir du moment où ces significations d'autonomie existent dans la société, il va de soi qu'on va les pousser de plus en plus loin, évidemment. On est dans une tendance, et par des luttes, parce que, justement, à partir du moment où les individus prennent conscience de leur autonomie, ils vont plus laisser dominer de façon dogmatique, imposer des choses. Ils vont vouloir acquérir sans arrêt plus d'autonomie. Et donc ils vont aboutir, parce que tous ces mouvements Renaissance, Lumière, mouvement ouvrier, femmes, vont aboutir à un certain nombre d'acquis de liberté. Progressivement, on va acquérir dans nos sociétés des libertés, ce qu'il appelle des libertés défensives, quelque part. Les droits de l'homme, la non-rétroactivité des lois, une certaine séparation des pouvoirs, sont des libertés qu'on a mais qui sont le fruit de luttes qui n'ont pas été... D'accord, mais est-ce que ça signifie quand même qu'il y a, tu dis des phases dans le cadre d'un processus, mais il y a des avancées, des reculs, c'est un petit peu la procession d'Echternach, je ne sais pas, un pas en avant, 2 pas en arrière, parce que, ce qui vient tout de suite pourrait être relativement trivial, hein, toi tu es politologue, quand on voit, par exemple, le vote des Américains pour Trump, hein, alors là, s'il y a une logique vers l'émancipation, on peut quand même poser la question, se dire, ce vote, il est rationnel pour certains, mais pour d'autres, il est essentiellement émotif. Donc, peut-on dire qu'il y a une marche de l'humanité ou des sociétés, puisque tu dis que ces sociétés sont autonomes et essentiellement, peut-être pas essentiellement, mais en tout cas différentes des unes des autres, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, sinon le contexte historique, social, et alors là on retombe peut-être dans du Marx, qui fait que le contexte est tel que, à un moment donné, après une période où, voilà, il y a eu le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, une relative émancipation des Noirs, des mouvements féministes, lesbiens, enfin tout ce qu'on veut, et puis alors on rétropédale, parce que quand même, Trump c'est bien l'image même du conservatisme, des tas de gens qui, à un moment donné, se disent on va trop loin, ou qui ne se posent même pas la question on va trop loin, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'émotion et dans la défense d'intérêts particuliers, sans avoir aucune vision de la société dans sa marche vers le progrès. Je te pose la question parce que j'en profite, comme tu es politologue, et tu dois réfléchir là-dessus. Mais en fait, évidemment, Castoriadis est mort avant. Non, mais il avait prévu, voilà. Il a fait un diagnostic qui prévoyait effectivement tout ce qui se passe et catastrophique dans notre société. Mais il faut savoir que pour Castoriadis, il n'y a pas que dans les significations imaginaires sociales qui sont celles de l'Occident, qui animent l'Occident, il n'y a pas que le projet d'autonomie sociale et individuelle. Il y a aussi le projet capitaliste, démentiel, dit-il, d'une extension illimitée d'une pseudo-rationalité. Et ça dépasse aujourd'hui le cadre purement de de la production économique. Il y a un projet global, on le voit, qui est un projet qui a une maîtrise globale
toutes les données physiques, biologiques, psychiques, culturelles, sociales. Donc, ils disent c'est un projet dangereux. Et donc, quand on dit, par exemple, on voit tout ce que nous avons dans l'économique aujourd'hui. Hein, l'économie pénètre des secteurs dans lesquels elle n'a jamais dû pénétrer. Mais s'agit-il d'un projet ou d'un système? Pour moi, à titre personnel, il s'agit plutôt d'un système, parce qu'il n'y a pas de volonté consciente. Bon, on a vu récemment, enfin, Serge Dassault est décédé il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Est-ce que ce bonhomme avait un projet de société? Oui, certainement de faire fonctionner son entreprise et d'amasser de l'argent sans aucune considération. Mais pour le reste, est-ce que le capitalisme est un projet? Non, c'est un système en fait. Mais c'est-à-dire parce que la notion de projet, ça signifie qu'il y a quelque chose que l'on pousse vers l'avant de manière consciente. Si c'est pas conscient, ce n'est pas un projet pour moi. Peut-être un projet, mais évidemment, ça ne relève pas d'un individu, ni même d'un groupe d'individus, etc. Encore une fois, ils disent que ce sont des significations, c'est de volonté qu'on peut tout envisager sous l'angle rationnel, justement, et économique. C'est ça. Et ça, c'est des significations qui existent en Occident. Et hélas, aujourd'hui, c'est ça qui prend le dessus en Occident sur ce projet d'autonomie sociale qui est en fait la lutte pour l'émancipation humaine. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui est une approche rationnelle des choses, et évidemment économique. Mais tout ça, il n'y a pas évidemment, comme je dis, c'est un système, c'est effectivement tout un système de pensée, de références, etc., qui font que ce soit cette tendance qui détermine aujourd'hui notre société et qui prend le dessus. On peut parler de projet libéral et de système capitaliste, l'un étant au service de l'autre. Oui, si on veut. Oui. Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, parce que si l'on parle du nazisme, là il y a un projet. Un projet d'extermination d'une race, un projet nationaliste. Mais en fait, ici, le capitalisme est finalement le fruit d'une idée d'une extension illimitée de la logique rationnelle. En fait. Le capitalisme est le produit de ça. De même que le colonialisme et tout ça. On a une vision qui n'est plus celle de l'émancipation, qui est celle vraiment, à partir du moment où on est rationnel, c'est la théorie aussi du marché, les lois invisibles du marché, etc. Donc, et lui-même, alors comment il se positionne? Parce que, bon, comme il a été marxiste quand même une certaine période de sa vie, le rapport entre, dans le marxisme, infrastructure et superstructure. Parce que si on pense d'une certaine manière, est-ce que la pensée est première? Tu as évoqué ce sujet d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que la pensée est première par rapport à l'organisation matérielle, technologique de la société et des rapports sociaux? Ou est-ce que la pensée est seconde, c'est-à-dire est le produit? Parce que c'est ça, au fond, que Marx explique, hein, c'est le rapport. Où est-il dans une analyse plus subtile entre, ceci dit, Marx est subtil, hein, donc entre des allers-retours, des relations, ce que Marx dit d'ailleurs aussi, entre justement infrastructure, superstructure, c'est-à-dire, en bref, pour simplifier, entre idéologie d'une part, qui est là pour justifier et légitimer un système qui ne profite qu'à un groupe particulier d'individus. Non, mais je crois l'avoir abordé quand j'ai parlé de l'importance qu'il donne au symbolique, et donc au refuse l'optique que tout provient de l'infrastructure. Tout à fait, donc, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais je voulais revenir sur évidemment ce projet d'extension des limites de la logique comme dit pseudo-rationnelle, parce que la rationalité absolue n'existe pas. Mais c'est effectivement ça qui, tu parlais de Trump et de tout ça, mais c'est ça qui fait un peu aujourd'hui le drame de notre société, parce qu'à partir du moment où on est maintenant, avec le fait que ce soit cette vision-là, cette vision rationnelle économique qui dirige la société, ça fait que nos sociétés occidentales riches ne peuvent évidemment plus transmettre des messages d'émancipation aux autres parties du monde. Elles ne contribuent pas à l'érosion des religions, mais au contraire, elles renforcent leur emprise. Parce que qu'est-ce que les autres sociétés voient chez nous? Ils voient
que la seule valeur, c'est l'argent, ou le pouvoir, ou les prestations médiatiques. Le mot d'ordre, c'est enrichissez-vous. Il voit que l'individu moderne contemporain, pour lui, participer à l'activité de la société, avoir un engagement politique, tout ça, c'est une corvée. Bon. On voit que la corruption est structurelle, elle n'est pas périphérique. On a vu l'histoire du scandale de VW avec le diesel, etc. Je ne parle pas du monde du sport, où le fric gagne tout. Donc, c'est ça que voient les autres sociétés. Et on voit aussi la destruction irréversible, aujourd'hui, de l'environnement. Donc, ce système, il dit, Castoriadis dit, on va dans le mur, si on ne change pas. Et pour terminer, je citerai un petit passage, mais avant, je voudrais revenir, vous m'avez demandé de revenir à la démocratie directe. Tout à fait, j'allais te relancer là-dessus. Oui. Parce que justement, il estime au fond que ce sont les individus qui doivent être responsables et se prendre en charge, et non pas déléguer à d'autres leur propre destin, la gestion de leur destin. C'est un peu ça. Pour lui, en fait, donc, la conquête de ces libertés, dont je parlais tout à l'heure, les droits de l'homme, une certaine séparation des pouvoirs, etc., nous ont conduit non vers, pour lui, une démocratie. Pour lui, la démocratie représentative n'est pas une vraie démocratie, mais ce qu'il appelle une oligarchie libérale, c'est-à-dire un système bâtard, basé sur la coexistence entre le pouvoir des couches dominantes et la contestation, une contestation politique et sociale quasi ininterrompue. Bon. Et donc pour lui, on est dans une oligarchie libérale. Parce que pour lui, la démocratie ne peut être que directe. D'abord, comme tu l'as dit, parce qu'il estime que les représentants représentent très peu ceux qui les ont élus. Ils se représentent avant tout eux-mêmes, dit Castoriadis, et ils représentent, ou alors ils représentent des intérêts particuliers, lobbyistes, etc. D'autre part, si on élit quelqu'un de façon irrévocable pour 5 ans, oui, ça veut dire que pendant cette période-là, on se défait de nos droits politiques. Et alors Castoriadis citait Rousseau qui disait « Les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des gens pour 5 ans, en fait ils sont libres un jour par an, tous les 5 ans. » Et puis, les options sont prédéterminées, c'est-à-dire qu'on va voter pour des candidats, ils ont été sélectionnés par les partis, et souvent on va mettre les plus vendables, etc. Donc, Castoriadis n'envisage pas la politique de la même façon que, par exemple, John Locke ou les démocrates anglais. Oui, pour eux, en fait, l'individu est dans la quête du bonheur, et il veut un certain nombre de libertés essentielles, mais pour le reste, il se décharge de la charge politique sur des professionnels. Pour lui, la politique, c'est une volonté de liberté. Et la liberté, c'est pas renoncer au pouvoir en se contentant du gain de droits défensifs, comme il dit, certains droits qui nous permettent de ne pas être emmenés en prison du jour au lendemain, etc., d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir un espace de contestation, donc de liberté défensive. Mais pour lui, la liberté, c'est partager, c'est assumer ce pouvoir en partage avec les autres. Donc pour lui, la liberté, ça implique la vie dans la cité. On a ce devoir de participer à la vie de la cité. Alors, et au fond, comment dirais-je, la démocratie représentative, celle qu'il fustige en fait, pour défendre l'idée de démocratie directe, cette démocratie donc représentative est le produit de la division du travail, qui fait que, de la même manière que, à partir, puisque je suis historien, je fais référence à ça, à partir du néolithique se met en place une société de classe où il y a des groupes d'individus spécialisés qui vont être affectés à telle ou telle tâche, que naît à ce moment-là l'État, que naît la fonction idéologique de la classe sacerdotale, etc. De la même manière, au fond, déléguer quelque chose d'aussi important que le choix de son propre destin, déléguer à quelqu'un ou à un groupe d'individus, ça rentre dans une logique, au fond, qui est celle d'une entreprise où il y a, dans le travail à la chaîne, comme en 1936, dans les temps modernes de Charlie Chaplin, certains qui
qui serrent les boulons, d'autres qui pèsent. Voilà. Et donc, à un moment donné, on est aliéné parce que on ne, comment dirais-je, on ne participe pas à l'ensemble du processus qui détermine notre vie collective et sociale. Oui, excusez-moi, c'est un grand débat, hein, la société Oui, relative, parce que, bon, le problème des modalités pratiques pour réaliser la démocratie directe à un niveau des États, voire de l'Europe aujourd'hui, bon, Dans les cantons suisses, quand même, il y a des votations. il y a des votations, oui. etc. Alors, mais au niveau d'une grande entité, bon, Castoriadis, lui dit, moi, c'est pas à moi de dire comment il faut faire. Parce qu'il est toujours opposé à cette vision dogmatique de celui qui sait et qui dit ce qu'il faut faire. Il La dit, fameuse avant-garde révolutionnaire. Oui. Donc ça, pour lui, il conteste qui ça. est éclairé. Voilà. Et donc, il dit, il y a une créativité dans la société, la façon dont la société crée des significations. La société, il dit, c'est la créativité de la société qui va permettre de trouver une réponse à ce problème. Maintenant, Arnaud Thomès et Philippe Commer, là, donc, qui ont fait cette monumentale étude sur la pensée castoriadiste, se demandent, ils constatent une certaine fascination de Castoriadis, disent-ils, pour ce que Hannah Arendt considère comme de rares moments dans l'histoire où la liberté et la politique ont été de pair. Les conseils communaux lors de la Révolution américaine, les sections de la Révolution française, la Commune de Paris, les bolcheviks, avant que, comme dit Castoriadis, qu'ils soient domestiqués, les conseils, les soviets, avant qu'ils ne soient domestiqués par les bolcheviks. Et donc moi, parfois, je me pose la réflexion suivante. Je vois Aristote qui dit l'intellect humain est loin de posséder la perfection, mais il peut s'en approcher en de rares instants privilégiés. Aristote dit ça. Et je me demande si on ne peut pas considérer la même chose, alors sur le plan social. Est-ce que l'idéal démocratique est quelque chose que l'on ne peut atteindre qu'en de très petits moments, parce que très vite, il y a des tas d'interférences qui font que les plus forts prennent le pouvoir, etc. Et que comme l'esprit humain peut atteindre la perfection, mais de façon très rare, est-ce que, c'est une réflexion que je me suis faite, est-ce qu'on ne doit pas se dire aussi que la démocratie idéale, on ne l'atteindra que lors de très rares moments historiques? C'est une réflexion que je me suis faite. Voilà. Oui, mais ceci dit, alors je me demande si, d'après ce que tu viens de dire, d'après cet argument-là, si tu n'en arrives pas à une vision quasiment essentialiste de l'être humain, comme ayant des caractéristiques propres à une espèce où il y a un instinct de domination qui est plus ou moins fort suivant les individus et qui résulte de notre vieille histoire il y a des millions d'années pour survivre dans un milieu donné, et qui fait qu'il y a des forts, des plus faibles, et tu n'imagines donc pas, ou Castoriadis, enfin je ne sais pas non, si... Ici c'était une réflexion personnelle. Personnelle, c'est bien pour ça. C'était une réflexion personnelle. Je n'ai pas le porte-parole de Castoriadis, non, parce que ça a quelque chose d'extrêmement déprimant, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on peut y toucher à certains moments comme des tangentes près de... qui approche d'une planète et puis qui repart vers l'infini, qui peut exceptionnellement recroiser une autre planète beaucoup plus tard. Ça a quelque chose qui peut être très réaliste, je n'en sais rien. Non, mais je ne l'affirmais pas. Non, mais c'est une réflexion que je mettais. Je me posais la question, voilà. Mais je ne l'affirme pas. Personnellement, je pense qu'il faut toujours tendre vers plus de démocratie. C'est ça. Évident. Donc tu penses qu'en tout cas qu'il y a la perfectibilité. Je ne suis pas un pessimiste. Non. Mais je me suis demandé, ça voilà. Oui, c'est ça. En voyant que Castoriadis, chaque fois, sa conception de la démocratie directe, chaque fois, comme il cite vraiment des moments de l'histoire quand même assez limités, la Commune de Paris, les premiers soviets, etc.
c'est chaque fois quand même assez limité. C'est pour ça que je vous ai posé cette... Oui, oui. Mais au fond, le problème, enfin, si problème il y a, mais c'est un vrai problème quand même, c'est qu'au fond, il y a une logique des individus, ou plutôt une logique de l'histoire, qui fait que les individus se retrouvent dans des ensembles politiques de plus en plus grands que l'on appelle des États, même si leur dimension est variable dans l'espace, et qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression d'être dans une situation pratiquement de non-retour, alors que ne faudrait-il pas, pour résoudre le problème, supprimer les données, c'est-à-dire supprimer, mais évidemment ça peut paraître très idéaliste ce que je raconte ici, mais supprimer les données, c'est-à-dire supprimer les États, parce que si la démocratie directe est impossible dans des grandes structures politiques, qui finissent par aliéner l'être humain, parce que finalement les décisions ne sont plus prises par la population, mais par quelques grands leaders qui se rencontrent dans des G7, des G20, ou que sais-je, et qui eux-mêmes sont porteurs d'intérêts de multinationales, on peut se demander si il n'y a pas l'espoir, mais on peut dire que ça va être encore pire, hein, l'anarchie, le chaos, mais qu'à un moment donné, l'être humain, ou les sociétés, parce que ce n'est pas l'être humain dont il s'agit ici, que les sociétés se rendent compte que ces structures politiques de plus en plus grandes sont de véritables mondes, de véritables léviathans, hein, pour reprendre l'expression de Hobbes, et qui fait qu'à un moment donné, on doit retourner à des petites structures politiques qui permettent l'expression de la démocratie directe, quitte à ce qu'il y ait des liens contractuels entre toutes ces petites entités politiques sous forme de contrats, donc sous forme fédérative. Donc ce que je défends ici, même si ça paraît utopique, tu l'as bien compris, c'est le projet anarchiste. Oui, oui, voilà. Qui permettent alors à des communautés qui n'ont pas atteint une dimension critique, de pouvoir encore prendre en main leur destin. Voilà, mais ou bien on considère qu'il est inévitable que des structures politiques de plus en plus grandes, politico-économiques, vont devenir de plus en plus grandes, et qu'à un moment donné, les êtres humains, les sociétés ne pourront plus fonctionner, parce qu'il y aura une sorte de directoire mondial, politico-économique, qui fera qu'on n'aura plus strictement rien à dire, et que dans les élections dans lesquelles nous votons, tout ça c'est du pipeau, et que de toute façon tout est quand même décidé, que la démocratie est une sorte de paravent pour éviter qu'il y ait des révoltes. Voilà, donc c'est une question que je pose aux politologues, qui paraît très, très naïve, hein, mais je crois qu'un certain nombre de gens peuvent se poser le type de questions, puisque dans tout cet entretien que nous avons eu ensemble, j'ai volontairement joué à l'ingénu, au naïf, j'ai joué à l'avocat du diable, avec des exemples peut-être un petit peu naïfs, mais en te relançant sur la pensée de Castoriadis qui envisage, comment dirais-je, la société et le politique de manière peut-être un peu abstraite, parce que moi je pense toujours à nos auditrices et à nos auditeurs, en tant que pédagogue. Volontairement j'ai joué à l'ingénu en venant parfois pour essayer de te titiller, même si derrière ce que tu dis, il y a le compte-rendu fidèle de la pensée d'un auteur que tu estimes à juste titre comme un personnage difficile à comprendre. La preuve, c'est que c'est seulement depuis, dis-tu, depuis 10 ou 15 ans qu'on le redécouvre, parce qu'il était peut-être un peu trop, pas prophète, parce qu'il n'a pas une pensée religieuse, mais en tout cas, il anticipait peut-être de 20 ans sur la manière dont nous allions devoir penser les problèmes politiques et sociaux tels que nous les connaissons maintenant, parce que c'est un esprit, comment dirais-je, je ne trouve pas le terme ici, un visionnaire, oui, un visionnaire, pas dans le sens comment dirais-je, de quelqu'un qui a des lumières comme ça, parce qu'il est illuminé, donc c'est pas un illuminé, mais quelqu'un qui anticipe. Oui, tout à fait. Voilà, donc je te pose la question. Et puis, je sais que tu as encore un texte à lire, mais c'est parce que, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose comment dirais-je, comment dirais-je, oui, à dire par rapport à ce que je viens de dire maintenant, parce qu'en fait, c'est au fond, je voulais, puisque nous arrivons quand même tout doucement à la conclusion de notre entretien,
arriver, moi aussi, comme tu l'as fait d'ailleurs, avec la réflexion qui m'a amené moi-même à poser des questions, au fond terminer avec des grands points d'interrogation dans la mesure où nous posons des questions à partir de ce matériau très riche de la pensée de Castoriadis, au fond. Je réagirai, mais mais tu peux le faire, pourquoi pas. Je ne vais pas entrer maintenant dans un débat sur le projet anarchiste, oui, parce que ça mériterait une émission à part. Personnellement, je ne partage pas le point de vue des petites unités. Je pense que précisément... Mais fédérer entre elles. Oui, mais la puissance est tellement forte. En fait, pour moi, le gros problème aujourd'hui, et ça a été identifié notamment aussi par différents sociologues, oui. le problème aujourd'hui, c'est que au niveau de grands ensembles, le pouvoir échappe de plus en plus aux politiques, non seulement parce qu'il y a les lobbies, les multinationales, tout ça, mais aussi parce que maintenant dans la philosophie, et là c'est un peu cette conception de nouveau de l'extension de la logique rationnelle dont parlait Castoriadis, on déplace le pouvoir du politique élu vers l'expert. De plus en plus. Oui. Pour moi, ça, c'est le problème. Et donc, quelque part, je dirais, il faut renforcer les politiques. Même si on peut voir des défauts dans la démocratie représentative, moi, je suis pour un renforcement du politique par rapport notamment à l'expertise et aussi par rapport à toute la force des milieux économiques. Donc, mais je pense qu'il faut quand même une certaine échelle pour pouvoir faire face à tout ça. C'est pour ça qu'on dit même que les États aujourd'hui n'y suffisent plus, qu'il faut au niveau de l'Europe, qu'il faut... encore une fois, là on retombe dans le débat sur la démocratie. Voilà, on peut en parler pendant des heures, comme tu l'as dit. Je te réinviterai d'ailleurs à ce sujet-là, si tu veux. Hein. Voilà. Tu souhaitais terminer, je crois, notre entretien avec un petit texte. Un petit texte, parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de l'évolution inquiétante de nos sociétés, oui, avec la seule valeur c'est l'argent, la destruction de l'environnement, etc. J'étais tombé vraiment sur un très beau texte de Castoriadis qui est un message qui nous adresse, et je me permets de le lire. Nous devrions vouloir une société dans laquelle les valeurs économiques ont cessé d'être centrales ou uniques, où l'économie est remise à sa place comme simple moyen de la vie humaine, et non comme fin ultime, dans laquelle donc on renonce à cette course folle vers une consommation toujours accrue. Cela n'est pas seulement nécessaire pour éviter la destruction définitive de l'environnement terrestre, mais aussi et surtout, ça c'est important, pour sortir de la misère psychique et morale des humains contemporains. Il faudrait donc que désormais, les êtres humains, je parle maintenant des pays riches, acceptent un niveau de vie décent mais frugal et renoncent à l'idée que l'objectif central de leur vie est que leur consommation augmente de 2 à 3% par an. Pour qu'ils acceptent cela, il faudrait qu'autre chose donne sens à leur vie. On ne sert à rien si la grande majorité des gens ne l'acceptent pas et ne fait pas ce qu'il faut pour qu'elle se réalise. Cette chose, c'est le développement des êtres humains à la place du développement des gadgets. Merci beaucoup. Je voudrais quand même te poser une toute dernière question, non pas sur ce texte, mais à l'usage donc de ceux qui nous écoutent ici. Si tu devais recommander un livre pour entrer dans la pensée de Castoriadis, donc un livre de Castoriadis lui-même, hein, je ne parle pas d'un ouvrage d'introduction ou des actes d'un colloque, quel serait ce livre de Castoriadis lui-même? Tu vas me dire qu'on a un choix, mais là je te pose une question, je te demande de choisir, donc ne me dis pas celui-là, celui-là et celui-là. Alors, quelle serait la porte d'accès la plus aisée pour ceux qui voudraient entrer dans, en tout cas, de la deuxième phase de sa vie, je ne parle pas de la phase militante, mais de la deuxième partie de sa vie, où là, il travaille essentiellement sur un projet théorique, si je puis dire. Voilà, ce serait quel livre? Eh bien, je vais donner la même porte que celle que moi j'ai utilisée. Oui, oui. Je suis entré dans l'œuvre de Castoriadis par le livre La montée de l'insignifiance, qui est un des tomes des Carrefours du labyrinthe. C'est ça. Je ne sais pas si c'est le 6 ou enfin, voilà, c'est La montée de l'insignifiance, qui est publié au Seuil, qui a été republié Point Seuil.
Oui, oui. Euh, Donc c'est pas cher du tout, si ça c'est va, pas c'est cher c'est du très tout. bien. Oui. Et je trouve que ce livre permet vraiment déjà d'entrer très bien dans la pensée. Et c'est accessible, je veux C'est dire. très accessible parce que c'est un livre avec plusieurs contributions qu'il a faites dans différentes revues, Oui, oui. mais aussi des interviews. Et dans les interviews, Ah oui, il voilà. est extrêmement clair. Oui, oui. Et donc, Pédagogique, donc. c'est très pédagogique. Et donc, pour moi, c'est un livre qui permet de bien entrer. Et avec la lecture de ce livre-là, on comprend déjà beaucoup de choses dans la lecture de Castoriadis. Et puis alors, on peut passer aux autres volumes des Carrefours du Labyrinthe. Oui, oui. Qui, certains sont un peu plus difficiles. Ou alors, évidemment, l'institution d'ingénieur-société, qui est une brique qui est plus difficile aussi. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, ce livre-là, malgré le nom de l'ensemble de cette série, c'est pas un labyrinthe où on risque de se perdre. Non, non. Voilà, voilà. Parce que le problème, quand on est dans un labyrinthe, et surtout quand il y a des carrefours, comme Édipe, c'est de ne pas prendre la mauvaise direction. Voilà, en tout cas, c'est elle qui nous conduit vers notre destin, parce que le pauvre Édipe, il se retrouve à terre finalement, et là, ça finit mal. Je te remercie infiniment. Je sais, ou je le signale, parce que je suis plus qu'au courant, mais à nos auditrices et nos auditeurs, que tu as une autre spécialité, c'est la pensée de Montaigne. Et tu m'en vois déjà venir, j'espère bien un jour, de remettre à contribution, dans le cadre de ce type de rencontre, si tu le veux bien un jour, hein, voilà, on en reparlera entre nous, mais comme tu connais admirablement les essais de Montaigne, ça vaudrait peut-être... Le Parlement est un grand mot, mais enfin... Oui, je sais que tu es un homme extrêmement modeste, mais tu peux citer de mémoire beaucoup de passages des essais de Montaigne. Je crois que ça vaudrait la peine de nouveau, dans le cadre de cette chaîne qui a une visée, au fond, d'éducation populaire, au fond, hein, d'en savoir un peu plus, ou de découvrir un auteur qu'on cite souvent, mais qu'on lit rarement. Un grand merci, mon cher Jean-Paul, et donc... à la prochaine fois, à bientôt. Merci de m'avoir invité.